Le clairon. Et pour ce clairon, je vous propose de prendre un petit peu de recul alors que nous sommes en plein brouhaha politique avec cette dissolution. On va voir et on va continuer d'en parler, toutes ces organisations, alliances politiques qui vont se faire ici en France pour les élections législatives. Nous allons donc faire un pas de côté et regarder ce qui se passe aux États-Unis, puisqu'évidemment, ça nous éclaire finalement aussi un petit peu mieux sur ce qui se passe chez nous. Et évidemment, pour parler des États-Unis, nous sommes avec notre correspondant Renaud Bochard. Bonjour Renaud Bochard. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, avocat, auteur du Substack Les Chroniques grégoriennes et de cet ouvrage Christopher Lasch, Un populisme vertueux, aux éditions Michalon. Alors avec vous, on revient sur des élections américaines évidemment, mais des élections américaines, on va dire, entachées de procès et notamment de ce procès très important. Vous allez nous dire pourquoi il est important et pourquoi il ne l'est pas, justement, le procès de Donald Trump. Oui, on est encore avec le procès de Donald Trump à New York, franchi un nouveau Rubicon dans ce nouveau normal. On a l'impression que chaque semaine se passe des choses dont on ne revient pas. C'est ce qui s'est passé avec ce procès Trump. Je pense quand même qu'il est important de revenir sur les raisons pour lesquelles Donald les Trump est chefs inquiété, oui. pour lesquels Trump était poursuivi et sur le fondement desquels il a été condamné. Et là-dessus, vraiment, ça donne l'image véritablement d'un procès stalinien, puisque en fait, Trump a été condamné pour une infraction comptable, qui est une contravention comptable à la loi de l'État de New York, pour avoir en fait payé un montant de $130 000 à l'actrice porno Stormy Daniels, avec laquelle il aurait, selon les allégations de Stormy Daniels, eu une relation adultérine. Alors, je précise quand même en même temps que le paiement intervient, paiement de $130 000, donc pas grand-chose en même temps, compte tenu de la fortune de Trump. Et de la célébrité de Trump déjà à l'époque. On est en octobre 2016, un mois avant son élection, il est le candidat du Parti républicain. Donc $130 000 pour en fait faire taire Stormy Daniels. C'est ce qu'on appelle un non-disclosure agreement. C'est un protocole transactionnel qui en fait lui donne $130 000 pour qu'elle aurait pu obtenir d'une maison d'éditeur pour publier ses révélations. Donc voilà. Terre, donc ça, le contrat, il est légal. Ce contrat de... complètement légal. Pardon ? C'est complètement légal. Oui. Ce qui aurait été illégal, c'est d'avoir en fait que ce paiement qui est intervenu en 34 versements. Donc, là, le chiffre de 34, nombre de 34 est important. Ce paiement a été classé d'abord, venait des comptes personnels de Trump et non pas des comptes de campagne, et a été classé sur les écritures comptables de Trump comme des frais de justice, des frais d'avocat. Le paiement est intervenu d'ailleurs via l'avocat de Trump à l'époque, Michael Cohen. Seulement, c'est une contravention comptable avec un délai de prescription de 2 ans. Donc, a priori, les poursuites étaient prescrites en 2018. Cependant, on peut faire élever une contravention au statut de délit, qui, eux, ont un délai de prescription de 6 ans, si l'infraction comptable d'avoir déclaré le paiement à Stormy Daniels comme des frais d'avocat était commis avec l'intention délictueuse de commettre un délit. Un délit donc se prescrivant par 6 ans. Alors là-dessus, on a... C'est évidemment là-dessus que la Cour se fonde. C'est sur cette... Le jury s'est fondé pour condamner Trump. Alors, en même temps, je dis 34 versements, 34 chefs d'accusation. Donc, voilà pourquoi on a 34 chefs d'accusation et condamnés pour les 34. Parce qu'effectivement, le paiement de $130 000 a été réparti en 34 versements. Donc,
Ce délit maintenant mystérieux qui aurait permis en fait d'allonger le délai de prescription délit qui serait en fait ce qu'on appelle l'underlying offense en fait. Donc la contravention comptable aurait été commise avec l'intention délictueuse de commettre ce délit. Donc quel était-il? On n'a pas su en fait quel était ce délit avant les plaidoiries finales du procureur donc à la veille Oui. de la délibération du jury. Alors ce délit, et maintenant on l'a appris, ce serait aussi une autre loi de New York qui en fait serait une loi d'interférence dans des élections, qui permettrait en fait, par des moyens illégaux, c'est une association de malfaiteurs qui permettrait par des moyens illégaux en fait de faire élire quelqu'un ou d'empêcher l'élection d'une personnalité. Euh, le problème, c'est que même en droit de New York, ce fameux délit n'est pas un délit, mais c'est aussi une contravention. Mmh. Donc là, cette fois-ci, on aurait un premier délit commis avec l'intention délictueuse, première contravention commise avec l'intention délictueuse de commettre une autre Mmh. contravention. Donc, je sais pas. Donc, il a fallu Ça tient pas la route, leur histoire, oui. un autre délit encore. Mmh. Et cet autre délit, c'est là qu'ils sont allés chercher une violation du Federal Election Campaign Act, qui là est un délit fédéral. Mmh. Vous avez deux. Ils ont trouvé le délit. Ah, ils ont trouvé le délit. Donc, Mmh. mais on n'a pas Alors, et su. c'est quoi ce délit? Redites-moi. Ce serait une violation en fait, du code, du code électoral Mmh. de la commission électorale fédérale. Mmh. Voilà, tout simplement. Ça a été ce qui a permis en même temps de justifier Toute cette enquête, oui. mais complètement. En fait, la justification a été trouvée complètement à la fin. Alors, vous avez en même temps un certain nombre de détails assez rocambolesques dans le cadre du procès, puisque le juge qui présidait le procès est un donateur à la campagne de Biden, Ah oui. dont la fille est une consultante du Parti démocrate qui a gagné, qui a reçu 9 700 000 $ de la campagne Biden-Harris en 2020. Vous avez en même temps le jury était gardé secret au motif qu'il y aurait eu Des pressions possibles. Oui. au motif en fait, que les électeurs, la base des électeurs de Trump aurait tendance en fait à envoyer des menaces de mort aux juges et aux Mmh. membres Mmh. de jury. Et ce jury, c'est encore une fois assez rocambolesque, a reçu des inscriptions, des instructions de la part du juge avant de délibérer de 53 pages, extrêmement compliquées. 53 pages dans lesquelles le juge, en même temps, mentionnait un certain nombre de preuves dans le dossier, d'éléments de preuve dans le dossier, ce qui est complètement illégal. Dans les instructions au jury, on n'a pas le droit de donner de pointer vers un certain nombre de preuves qui figurent dans le dossier d'instruction. Donc là-dessus aussi, quelque chose d'assez hors norme, d'assez exorbitant. Et puis ce jury, donc, d'ailleurs, ne comprenait pas en fait quels étaient les vrais chefs d'accusation. En fait, il y a eu plusieurs questions adressées au juge de la part du jury pendant la période de délibération. Et puis finalement, 34 rend un verdict. Trump est coupable des 34 chefs d'accusation qui, encore une fois, sont 34 versements. Voilà. Donc voilà où on en est. Alors, juste avant d'aller plus loin, parce que là, vous nous dites, le juge avait lui-même un lien avec Biden, la campagne Biden, etc. Comment c'est possible? Il n'y a pas un devoir d'impartialité? Il n'y a pas une obligation d'impartialité aux États-Unis? Si, c'est une évidence en fait. Les règles de déontologie. Mais donc là, elles ne sont clairement pas respectées, on est d'accord? Mais pourquoi les avocats de Donald Trump n'ont pas fait sauter directement ce procès, alors, sur ce fondement? Bien sûr qu'ils ont invoqué la partialité du juge. Trump n'a pas cessé d'ailleurs d'en parler, mais en fait, Trump était quelque part en même temps bâillonné par ce qu'on appelle un gag order,
qui est une sorte d'ordonnance du juge qui interdisait en fait à Trump de s'exprimer. Chaque fois que Trump s'exprimait, il avait des amendes. Oui. Donc vous Oui, avez parce un que certain nombre. oui, ça on l'avait déjà évoqué la dernière fois parce que sinon, enfin, on lui reprochait sinon d'instrumentaliser ce procès pour sa campagne. Oui, de toute façon, le fait est que le procès se tenait au printemps d'une année électorale. Mmh. C'est d'autant plus étonnant d'ailleurs parce que les médias mainstream ne parlaient pas du tout de Trump en fait. Mmh. Les médias mainstream ne donnent aucune information sur la substance de la campagne de Trump. Oui. Donc en fait, c'est assez étonnant parce que Trump était dans une année électorale dans laquelle il est en tête des sondages, dans laquelle il est déjà il est le candidat putatif en fait du Mmh. parti républicain. Républicain. On ne parlait pas de lui. Et tout d'un coup, on parle de lui. C'est une orgie de Trump à l'occasion de son Oui. procès. Donc, c'est une situation, encore une fois, assez burlesque, assez C'est burlesque, mais en paradoxale. même temps à double tranchant pour le mainstream, entre guillemets, le narratif ou comme vous voulez, parce que puisque là, on voit bien que, comme vous le dites, ça ne dessert pas forcément Donald Trump. Ah ben, non seulement ça ne le dessert pas, mais en fait, ça a été un véritable. Ça a créé une avalanche en fait d'intentions en fait de financement de sa campagne. Le serveur en fait de la campagne de Trump a craché dans les 24 heures qui ont suivi le verdict en raison d'un afflux d'intentions de financement. Ah oui, c'est Donc, incroyable. Mais parce oui, oui, que finalement, les Américains, malgré ce qui a pu être dit et ce qui a pu être voté par le jury pendant ce procès, euh, arrivent à avoir ce recul, parce que je suis pas sûre que je dis arrive comme si c'était incroyable, mais chez nous, je suis pas sûre qu'on en soit capable, de comprendre qu'il y a une forme de manipulation de la justice et donc des médias autour dans cette année électorale. oh, c'est la leçon qu'on peut retenir en fait de cet épisode ce nouveau franchissement d'une limite, c'est d'abord une complète décrédibilisation des institutions de la justice qui sont maintenant vues comme étant aussi aux ordres à peu près que la médecine, que les autorités sanitaires, que les médias mainstream, euh, que les agences de renseignement. Donc vous avez, c'est une nouvelle elle était déjà assez décrédibilisée, mais là, on atteint véritablement des sommets avec la réalisation par un grand nombre d'Américains que c'est un procès politique. Mmh. Même d'ailleurs, dans les médias mainstream, vous lisez des admissions selon lesquelles les poursuites engagées contre Trump à New York étaient très tirées par les cheveux par le procureur. Mais la justification qu'en donnent les médias mainstream, c'est de dire, bon, en fait, on a décerné à Trump quelque part une sorte d'Oscar d'honneur pour toute sa carrière de criminel. Et c'est tombé sur les paiements occultes Mmh. à Stormy Daniels. Mais tout ça, c'est parce que Trump a été très expert. Il a une armée d'avocats pour en fait faire durer des procès qui seraient plus importants, comme celui du 6 janvier, par Mmh. exemple. En fait, on sait, oui, bon, allez, c'est tiré par les cheveux, mais ça n'est pas ça n'est pas des faits qu'on juge, mais un homme, ce qui est complètement contraire en fait Oui, oui, bien sûr, à au principe du procès d'ailleurs. Mais bon. ce procès. Mais oui, je comprends ce que vous voulez dire. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et là, il y a beaucoup de fumée autour de Trump. Donc, c'est forcément qu'il est quelque part corrompu d'une façon ou d'une autre. Alors, et vous dites, donc, le résultat, ils auraient peut-être pu y penser aussi du côté mainstream, entre guillemets, de se dire que ça allait servir la cause de Donald Trump. La conclusion aujourd'hui, c'est quoi? Il se passe quoi aux États-Unis? Finalement, la tendance au vote Trump augmente, c'est ça? La- dans les sondages, en fait, Trump reste à peu près au niveau où il était. Je crois que le pari était effectivement accoler à Trump en fait cette image de criminel allait en fait
parce que maintenant on l'appelle un délit en droit américain, ça s'appelle felony. On dit maintenant, même Biden l'a dit, Trump est un candidat félon. Et Mmh. c'est la première fois en même temps qu'un candidat, qu'un ancien président d'abord, est jugé coupable d'une infraction pénale, ce qui est quand même incroyable quand on réfléchit à ce qu'ont fait tous les présidents américains en tout cas depuis les années 60, aller euh, euh, déverser sur des populations entières de l'agent orange, Oui, organiser une invasion d'un pays étranger sur la base de mensonges élaborés par les agences de oui, renseignement, procéder à des tortures, surveiller les populations, etc. Et puis, bah non, oui. le premier président à Il être n'a pas condamné, payé ses contraventions. c'est pour Ouais. effectivement, c'est pour avoir en fait payé 130 000 dollars à une actrice porno. Euh, En même temps, ça procède, je trouve, d'une complète mauvaise lecture de la part des élites des États-Unis, parce que si on se promène un petit peu aux États-Unis, vous allez dans n'importe quelle bourgade, vous allez voir que les personnages les plus célèbres dans les bourgades sont en général des desperados. Ouais. Euh, Ce sont en général, si vous avez un seul musée, c'est un ancien bordel qui a été transformé en musée. Donc, il y a une espèce de mythique du crime où ça va Mmh. de P.T. Barnum à Buffalo Bill, de passion pour les Américains, pour les illusionnistes. Trump rentrerait quelque part dans Oui, bah, cette. oui, donc finalement, ils finissent de servir, entre guillemets, la communication de Trump. Alors et Et puis, aller encore un petit peu plus loin dans ces élections, vous considérez que les attaques vont continuer, qu'ils vont trouver d'autres choses, d'autres d'autres feux à allumer avant les élections? c'est ce qui m'inquiète le plus, hein, parce que on voit vraiment que on est en train de déployer toutes les tactiques les plus sales. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'en fait, l'électorat, et notamment la génération de Joe Biden, est très critique vis-à-vis de ce genre de tactiques lorsqu'elles étaient utilisées lors de la présidence de Richard Nixon. Et on retrouve maintenant une administration avec Biden à la tête qui fait exactement du Nixon dans le texte, avec vraiment quand même des tactiques qui sont des tactiques de vieux briscards Mmh. et qui franchissent en même temps des lignes. Je rappelle on n'est pas dans des temps normaux. On est quelques années après l'état covidien, après les confinements de populations saines entières, après les obligations vaccinales, etc. Après, on est dans un Patriot Act 2.0 Mmh. avec l'Ukraine dans une censure massive sur le fondement de la désinformation. Donc, tout ça donne quand même une très, très, très mauvaise image. Ce qui m'inquiète, c'est ça ne va pas marcher, d'évidence, ce procès. Dès que de transformer Trump en la figure d'un criminel, en fait, on le transforme en la figure d'un bouc émissaire, Oui. d'une victime. Il fait très, très bien campagne sur ce thème en Oui, disant oui, que bah, ça, il sait bien rebondir sur ces questions-là, oui. mais ce qui va se passer, c'est que mais maintenant, que vont-ils aller chercher Oui. pour l'empêcher, soit d'être le candidat investi candidat du Parti républicain le mois prochain. Je rappelle quand même en même temps que on connaîtra la peine en fait quelques jours avant la convention du Parti républicain qui investira Trump. Euh, Mais donc, au pire, de toute façon, enfin, dans tous les cas, il me semble que de toute façon, ça ne le rendra pas je vais y il, arriver. il n'est pas illégitime, ça ne le rendra pas Illégitime, illégitime. mais illégible, voilà, je vais y arriver. Donc il peut toujours se présenter, même avec un bracelet électronique. Ah, mais bien sûr, oui, d'autant plus que bon, là, une condamnation sur des faits comme ça, s'il est écroué, alors ce sera déjà quand même quelque chose d'assez extraordinaire, mais ça ne l'empêchera pas d'être investi par le Parti républicain et d'être sur le scrutin en novembre. Oui. En revanche, excusez-moi.
En revanche, ce que je crains, c'est une surenchère en fait de manœuvres destinées à l'empêcher d'être investi Oui. en janvier prochain s'il est élu en novembre. Alors, il y a plusieurs solutions, plusieurs pistes pour empêcher Trump d'être investi en janvier prochain. Il y a fraude électorale massive. Euh, on connaît on connaît ce qui s'est passé Oui. en euh, ou méthode beaucoup plus radicale, si vous voulez. En même temps, Radical comme la disparition d'un président, vous voulez dire justement, Hmm. c'est tout. Je crois que Mais oui, mais alors je croyais que vous-même vous disiez que Donald Trump lui-même, vous disiez que finalement il servait un peu le système et que c'était pas non plus l'antisystème total. Ah oui, c'est d'autant plus surprenant que Trump est un candidat beaucoup moins subversif que Robert F. Kennedy Mm, Jr., qui mm. fait quand même d'ailleurs l'objet d'un feu nourri de la part de l'establishment, qui a beaucoup plus de chances en fait d'empêcher Robert F. Kennedy Jr., ce qui serait une bien plus grande catastrophe pour l'establishment s'il était élu, d'être sur le scrutin en novembre. Mm. Le chemin de Kennedy vers l'élection est beaucoup plus semé d'embûches que celui de Trump, Oui. qui est le candidat d'un des deux grands partis du parti unique, d'une des Peut-être que finalement Donald Trump leur sert comme ici le RN de bon ennemi, d'ennemi utile. Comme on dit, c'est pas un duel, c'est un duo. Oui, là-dessus, il y a quelque chose de performatif, de la Mm. même façon que le Rassemblement national est utile à la Macronie Mm. euh, Et pour. inversement maintenant, d'ailleurs. Alors, j'ai une Et- dernière question, parce qu'on va arriver à la fin du temps imparti, mais je voulais vous demander quand même, parce que là, on parle de Donald Trump, mais nous, on a eu l'occasion de recevoir en France Joe Biden, quand même, qui nous a fait, qui a été exfiltré avant la fin des commémorations par sa femme, qui a fait des gestes un peu étranges, où on a cru qu'il allait s'asseoir sur une chaise invisible, qui s'est tourné pendant le chant devant les vétérans de l'autre côté, faisant dos aux vétérans, enfin, voilà. Donc, et avec toutes les Macron qui a suivi pour bien montrer qu'ils étaient tous euh, comment dire, alliés à Joe Biden. Enfin bref, donc on a bien vu là clairement des éléments de sénilité. Euh, je voulais savoir comment ça réagissait aussi côté américain de ces côtés-là. Alors, le fait que Biden sucre les fraises est un secret de polichinelle pour une très grande partie des Américains. Et ça n'est dissimulé d'ailleurs que par les médias mainstream. D'ailleurs, et on a eu quand même une espèce de petite. On a quelques épisodes dans les médias mainstream où on commence à en parler, mais on le dit, oui, oui, mais il est très vieux, il est fragile, Mm. etc. On a eu une espèce de petite séquence, en fait, il y a quelques semaines où, à l'occasion de mauvais sondages, il y avait un certain nombre de gens, comme Farid Zakaria, par exemple, qui ont commencé à redire qu'il était peut-être nécessaire que le Parti démocrate investisse quelqu'un d'autre. Mm. Euh, Ça revient à un intervalle assez régulier, mais pour l'instant, Biden reste le seul candidat C'est incroyable quand même. enfin, Mm. c'est incroyable parce qu'en fait, il est à peu près aussi en vie que l'était Bouteflika pendant ces deux derniers mandats. Mm. Encore une fois, c'est vraiment ça donne l'impression de décadence comme l'Union soviétique Oui. sous Brejnev et Tchernenko. D'ailleurs, si on prend les principaux personnages en fait de l'État, bon, Nancy Pelosi n'est plus speaker de la Chambre, mais elle a 83 ans. Mm. Euh, Biden a 80 et quelques. Trump est à 79 ou 80. Steny Hoyer, qui est le chef des démocrates à la Chambre des représentants, a 84 ans. C'est vraiment une gérontocratie. Et c'est assez étonnant. D'ailleurs, quand on pense en même temps que Biden, par exemple, ou Trump sont exactement de la même génération que Bill Clinton. Mm. C'est quand même, Ouais, c'est ça quand donne même une idée, oui. ça donne une idée en fait de la décadence de ces institutions. Et là-dessus, pour un grand nombre d'Américains, il est évident d'abord que la présidence Biden est une présidence absolument déplorable. Euh,
Biden lui-même avait été en fait un second choix déjà dans la campagne des primaires en 2020. Il n'aurait jamais dû la remporter si les autres candidats s'étaient maintenus pour le Super Tuesday. Ça aurait été Bernie Sanders. Donc, Biden est vraiment quand même quelqu'un qui est là, qui est imposé par le système. Mais ce qui est tout à fait étonnant, et là-dessus je me dédie par rapport à une précédente chronique en janvier après la publication du rapport Kerr, euh, il semble qu'il sera le candidat investi par le Parti Ouais. démocrate. Et ça Il sera montre sous- bien quand même qu'on est vraiment dans l'illusionnisme, mais même pas, parce qu'il ne me fait même pas illusion, quoi. On ne cherche même plus à cacher le fait que ce soit qu'une marionnette, quoi. C'est pas gênant. Encore une fois, je pense que ça illustre le fait que nous soyons dans ce nouveau normal. Je pense que les élites sont passées à autre chose. Je l'avais dit Oui, en oui, oui. la Constitution. Et clairement, le fait que Trump soit condamné, par exemple, dans une année électorale, vous Mm. avez le principal opposant qui est en même temps un ancien président qui est condamné sur la base de chefs d'inculpation qui sont pour le moins douteux. En fait, ils sont passés à un Oui, autre. un autre stade. C'est le Un roi autre... est nu et sénile, mais continuons de regarder ailleurs, ça ne nous gêne pas finalement. Pour résumer, merci beaucoup Renaud Bachar, on a bien compris ce qui se passait aux États-Unis et ça permet parfois de mieux comprendre aussi certains enjeux français.